Bonjour à toutes, bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous, bonsoir à tous. Nous allons réviser l'environnement économique. Donc, l'environnement économique pour vous préparer pour l'examen après les vacances de fin d'année. Et nous allons corriger ensemble l'évaluation de l'année dernière. OK? C'est bon? Bien, donc je vous ai distribué l'évaluation de l'année dernière. On va essayer de la corriger rapidement, que vous ayez une idée sur ce que vous aurez après les vacances. Donc l'évaluation, cette évaluation en environnement économique, l'économie générale, si vous voulez, est composée de deux parties. La première partie, je vais vous poser des questions sur le cours, voire je vous donnerai un texte économique et vous devez l'analyser, vous répondrez à quelques questions. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, ce sont des calculs économiques, surtout des calculs microéconomiques. C'est bon? Donc, à titre indicatif, la première partie, par exemple, l'évaluation que vous avez devant vous, on va faire abstraction du texte à étudier, mais vous avez 3 questions de cours. C'est bon? Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Vous m'arrêtez comme ça, je peux expliquer, réexpliquer, etc. Mais on va essayer d'aller vite. Hein? OK. Alors, on va commencer par la première partie, questions théoriques, questions de cours, etc. Par exemple, l'année dernière, j'ai demandé aux étudiants de répondre à la question suivante. Quelle est la différence entre la microéconomie et la macroéconomie? Ça, c'est la base. C'est bon? Donc, la différence entre microéconomie et macroéconomie, en résumé, il suffit de regarder votre cours, mais je vais faire un rappel. Donc, la microéconomie se concentre sur l'observation et l'analyse des interactions à une petite échelle, offre, demande, détermination des prix, etc. Alors que la macroéconomie étudie l'économie au niveau national et international. Si je dois expliquer ça simplement, la microéconomie va s'intéresser aux acteurs économiques comme le consommateur, comme l'entreprise à titre individuel. Hein? Par exemple, on va s'intéresser à chacun de vous. Comment vous consommez, comment vous dépensez votre argent, combien vous dépensez votre argent, quelle satisfaction vous procure l'achat d'un bien, comment l'entreprise cherche son profit. Oui, ça c'est la microéconomie. Alors que la macroéconomie, on va s'intéresser à ce qu'on appelle aux agrégats au niveau national. Par exemple, on va étudier l'inflation, on va étudier le chômage, on va étudier le déficit. Oui, c'est au niveau national. Vous avez compris la différence entre les deux? C'est bon? Je n'attends pas de vous que vous me sortez les mots dans le cours. Hein. Utilisez vos propres mots, vos propres phrases. Du moment que c'est clair, c'est bon. C'est bon? Bien. Alors ça, c'est la première question. Donc, je vous laisse regarder le cours, aller sur Internet. Regardez, voilà, microéconomie, macroéconomie. C'est les deux parties qui composent un peu l'économie d'une manière générale. Vous avez des questions? Non. Deuxième question. Quelle est la différence entre la concurrence pure et parfaite et la concurrence imparfaite? Ça, ce sont des notions, on va dire, qu'on trouve en économie et surtout chez les néoclassiques. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais seulement il faut savoir que quand on parle de CPP, concurrence pure et parfaite, ça veut dire en fait, il faut respecter 5 conditions. Automatiquement, vous devez savoir ça. Pour qu'on soit sur un marché en concurrence pure et parfaite, il faut qu'il y ait 5 conditions soient remplies. OK? Donc, je rappelle les 5 conditions. Donc, on a l'atomicité du marché, l'homogénéité du produit, OK? Fluidité du marché, mobilité des facteurs de production, travail et capital, et transparence sur le marché. 5 conditions à remplir pour dire qu'on est sur un marché en concurrence pure et parfaite. CPP. C'est bon? Donc, pour les détails, je vous laisse aller chercher dans le cours. OK? Non, mais ça suffit pas pour rappeler quoi? Vous me citez les 5 conditions. Bien entendu, il faut expliquer rapidement ce que c'est, ce que ça veut dire.
OK? Alors, j'ajoute que dans la vie réelle, la concurrence pure et parfaite n'existe pas. Il faut le savoir. On tend vers, c'est l'objectif, d'aller vers la concurrence pure et parfaite, mais réellement, ça n'existe pas réellement, la concurrence pure et parfaite. La perfection n'existe pas. Alors maintenant, la concurrence imparfaite, la réponse est toute simple. Si une des 5 conditions n'est pas remplie, on est en concurrence imparfaite. Par exemple, quand on est sur un marché monopolistique, quand il y a un monopole, ben ça, c'est un exemple d'un marché en concurrence imparfaite. Un producteur, un vendeur qui est seul sur le marché, donc on n'est pas en concurrence pure et parfaite. C'est bon? Bien. Troisième question. Expliquez la loi de l'offre et de la demande. Quel rôle jouent les prix en économie de marché? Donc là, on a la rencontre entre offre et la demande qui permet de déterminer un prix d'équilibre. Là aussi, c'est une question que j'ai posée l'année dernière. Et là, qu'est-ce que vous devez répondre? Donc, la loi de l'offre et de la demande exprime qu'un déséquilibre entre l'offre et la demande d'un produit provoque une variation des prix. C'est-à-dire, quand l'offre est supérieure à la demande ou inversement, ça permet de déterminer le prix. Soit le prix va augmenter, soit le prix va baisser. Rappelez-vous que j'ai dit que dans la ville du Creusot, le Creusot, imaginons dans la ville de Creusot, il y a 24 000 habitants par exemple, il n'y a pas beaucoup de boulangeries. Eh bien, imaginez que tout le monde va acheter son pain, on va faire la queue devant la boulangerie. Eh bien, le boulanger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter son prix. Maintenant, l'inverse, s'il y a beaucoup de boulangeries par rapport au nombre d'habitants, ça veut dire qu'il y a trop de pain, beaucoup de pain, eh bien, on a le choix, eh bien, les boulangers vont baisser leur prix. Oui? L'offre et la demande déterminent le prix. Ce qu'on appelle le prix d'équilibre. En marketing, vous l'appelez prix psychologique. Alors, le prix d'équilibre du marché est celui qui assure la rencontre optimale entre la quantité offerte et le prix demandé. D'accord? Dans le cadre d'une économie de marché, il faut savoir que le prix assure 3 fonctions principales. Quel est le rôle du prix? Si je vous demande quel est le rôle du prix, il faut savoir qu'il y a 3 fonctions principales. La première fonction, le prix a un rôle, une fonction d'information. D'information. Okay? Les prix sont des signaux, ils donnent des indications concernant la rareté relative des biens. Le prix joue le rôle aussi d'incitation, un indicateur. C'est un indicateur incitateur. L'incitation. Une variation des prix incite le producteur et le consommateur à modifier leur offre et leur demande. Et enfin, le prix joue le rôle d'équilibre. Il a une fonction d'équilibre, c'est-à-dire les variations des prix permettent d'assurer l'équilibre sur chaque marché et donc l'équilibre général de l'économie. Voilà un exemple de question que je peux vous poser après les vacances à l'examen. C'est bon, donc vous devez connaître votre cours, le contenu des TD, et même vos exposés aussi qu'on a fait. Sur l'histoire de la pensée économique, vous devez le savoir. Parce que je peux vous poser la question, par exemple, de comparer la pensée marxiste par rapport à la pensée keynésienne, les néoclassiques et les classiques, hein, etc., etc. Des questions? C'est bon? Ça, c'est la première partie. Et bien, la deuxième partie, ce sont des calculs microéconomiques, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, deuxième partie, donc vous avez le sujet de l'année dernière. Donc, on donne ce qu'on appelle une fonction d'utilité. Une fonction d'utilité. Donc, je vais l'écrire là. Hop, on voit bien. Alors, fonction d'utilité que je vais noter comme ça. U, c'est fonction d'utilité égale f, x, y. Dans les calculs microéconomiques, si vous ne maîtrisez pas les dérivés, vous ne pouvez pas réussir les calculs en microéconomie. Une base, vous devez maîtriser le calcul des dérivés. Hein? Dérivés usuels, dérivés partiels. Donc, il faut absolument vous réviser les dérivés. Vous avez des vacances pour ça. Bien, alors, on vous donne une fonction, et l'année dernière, j'ai donné cette fonction-là, égale 1/2 x, y. Voilà. Voilà la fonction d'utilité. C'est la fonction qui nous permet de déterminer la quantité de x et de y, c'est 2 produits différents, hein, x et y. Donc la quantité de x et de y,
qui permettent au consommateur, je dirais, d'atteindre sa satisfaction optimale. La quantité d'X, Y, il permet de dire je suis content, je suis épanoui, c'est ce qu'il me faut. D'accord? Alors ça, c'est la fonction d'utilité. Bien. Première question. Première question. Donnez l'expression du TMS XY comme rapport des utilités marginales des biens. TMS, c'est taux marginal de substitution. Hein? Et c'est toujours par rapport à deux produits, X et Y. OK? Si vous ne comprenez pas, il faut m'arrêter. D'accord? C'est-à-dire, quand je dis taux marginal de substitution, ça veut dire, j'ai deux produits X et Y, je parle de quantité, hein, quantité de X, quantité de Y. Ça veut dire, en fait, combien de quantités de Y je peux abandonner pour avoir une unité supplémentaire de X. Rappelez-vous ce que j'ai dit, vous prenez le petit déjeuner le matin, le café et les croissants. D'accord? Alors, vous prenez votre petit déjeuner, vous avez un café, 2 croissants. Vous prenez un café supplémentaire. Mais le problème, c'est que pour prendre un café supplémentaire, combien vous êtes prêt à abandonner de croissants pour prendre un café supplémentaire? Et vous êtes autant satisfait. Vous avez la même satisfaction. Donc, la première question, donner l'expression de TMS XY comme rapport des utilités marginales des biens, eh ben, c'est tout simplement, vous devez, hein, j'écris TMS XY, taux marginal de substitution XY égale à quoi? L'utilité marginale de X divisé par l'utilité marginale de Y. L'utilité marginale de X divisé par l'utilité marginale de Y. C'est bon? Comment je calcule l'utilité marginale de X? Eh bien, l'utilité marginale de X, c'est tout simplement la dérivée partielle de X. C'est quoi l'utilité marginale de Y? C'est tout simplement la dérivée partielle de Y. Maintenant, à vous de maîtriser les dérivés. OK? Regardez le cours, regardez les exercices. Il y a même une vidéo sur les dérivés usuels et les dérivés partiels sur la chaîne. Alors, regardez, l'utilité marginale de X, c'est tout simplement la dérivée partielle, c'est-à-dire la dérivée partielle de X. Alors, comment je dérive partiellement X? Alors, rappelez-vous, quand je dérive X, je considère que Y est une constante, comme un chiffre. Donc, si je dérive X, ça c'est 1/2 Y. C'est bon? Maintenant, si je dois dériver Y, d'accord? Eh bien, quand je dérive Y, X est une constante. Donc, du coup, égal à 1/2 X. Et bien maintenant, je réécris cette fraction, donc TMS XY égale l'utilité marginale de X, on a trouvé que c'était 1/2 Y. Et l'utilité marginale de Y, c'est 1/2 X. Égal à quoi ça? 1/2 Y, c'est 1/2 X. Ben, je simplifie les 1/2, je les enlève, il reste Y sur X. Et vous avez répondu à la première question. Donc, donnez l'expression du TMS XY comme rapport des utilités marginales des biens. Ben, la réponse, c'est X sur Y. Des questions? C'est bon? Bien. Deuxième question. Donnez son expression comme l'opposé de la dérivée de la courbe d'indifférence pour un niveau d'utilité fixé à 100. Là, on ne comprend pas. Et c'est quoi cette phrase-là? En fait, là, on vous demande implicitement de déterminer la fonction, l'équation qui permet de déterminer la courbe d'indifférence, et on vous demande de calculer le TMS de cette fonction, de cette équation de la courbe d'indifférence. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous suivez ce que je vais vous expliquer. La première chose, on sait que l'utilité égale à 100.
Donc, je fais U égale à 100. Et on sait que U égale à 1 demi XY égale à 100. Hein? Ça, c'est la fonction d'utilité donnée au début, égale à 100. Et là, je dois arriver à trouver Y. Donc, X, Y égale à quoi? 100 divisé par 1 demi. Vous me suivez? Je passe 1 demi de l'autre côté. X, Y égale à quoi? Ça, ça fait la même chose si je fais 100 divisé par l'inverse. 100 fois 2 divisé par 1. Donc, X, Y égale à 200. Donc, Y égale 200 divisé par X. Cette équation-là, on l'appelle l'équation de la courbe d'indifférence. Je pourrais dresser la courbe d'indifférence avec ça, mais ce n'est pas la question pour le moment. Quand on arrive là, Y égale 200 sur X, à partir de cette équation-là, je dois déterminer le TMS. Hein? Le TMS XY. D'accord? Le taux marginal de substitution. Ça veut dire que je dois calculer la dérivée partielle de X, la dérivée partielle de Y, à partir de cette équation que je vais transformer en une fonction. Je vais passer X de l'autre côté. Regardez, je fais Y moins 200 sur X. Hein, égale à 0. OK? Pour faciliter le calcul, regardez, je vais transformer ça, je vais mettre X au-dessus pour pouvoir facilement calculer la dérivée. Regardez, ça c'est la même chose si je fais Y moins 200 multiplié par X exposant moins 1. Ça et ça, c'est la même chose. Y moins 200, X exposant moins 1. Et c'est cette fonction-là qui m'intéresse. Je vais calculer la dérivée partielle de X et la dérivée partielle de Y. Des questions? Alors, je vais effacer de ce côté-là, là. Je vais effacer l'équation de la courbe d'indifférence pour avoir de la place. Donc, j'ai Y moins 200X exposant moins 1. Là, je dois calculer le TMS. Le TMS, c'est quoi? Rappelez-vous, hein? L'utilité marginale de X divisée par l'utilité marginale de Y. L'utilité marginale de X divisée par l'utilité marginale de Y. D'accord? L'utilité marginale de X, c'est dérivée partielle de X. L'utilité marginale de Y, c'est dérivée partielle de Y. D'accord? Donc là, je commence par l'utilité marginale de X, c'est-à-dire l'utilité. Je l'écris. L'utilité marginale de X, c'est tout simplement la dérivée partielle de X. Égale à quoi? Donc, quand je dérive X, Y est une constante. Donc, Y dérivée, c'est 0. Donc, j'aurai moins 200 multiplié par quoi? Dérivée de X exposant moins 1. Donc, je mets multiplié par moins 1, exposant X moins 1, moins 1. Ça me donne, moins, ça fait 200, X exposant moins 2. Et ça égale 200 sur X au carré. Ça, c'est dérivée partielle de X qu'on appelle l'utilité marginale de X. Maintenant, l'utilité marginale de Y, c'est-à-dire voilà, de Y, égale à quoi? Quand je dérive Y, X est une constante. Donc là, la dérivée de 200x moins 1, comme c'est une constante, c'est 0. Dérivée de Y égale à 1. OK? Alors du coup, TMS XY égale l'utilité marginale de X divisé par l'utilité marginale de Y égale à quoi? 200 divisé par X au carré divisé par 1. Et on sait très bien que ça, c'est 200. 200 divisé par X au carré. Voilà le TMS. Donc, cette question 2, je détermine d'abord le premier Y. Cette fonction-là, cette équation qui permet
de dresser la courbe d'indifférence, mais on ne va pas la dresser pour le moment. Et à partir de cette équation, j'ai transformé en fonction, j'ai calculé le TMS et j'arrive à 200 divisé par x au carré. Ça, c'est la question numéro 2. Oui. Moins 200 fois moins 1. Moins 200 fois moins 1, x exposant moins 1, moins 1. Normalement, tu n'as pas besoin de mettre les parenthèses quand c'est multiplié. Donc, la calculatrice prend en compte. D'autres questions? Et nous passons à la troisième question. Bien. La question numéro 3 maintenant. La question 3, calculer les valeurs du TMS XY, taux marginal de substitution, pour x égale à 10, pour x égale à 20 et pour x égale à 50 en utilisant les deux méthodes. Je vais vous montrer les deux méthodes. Vérifier l'équivalence des résultats. C'est-à-dire avec les deux méthodes, on doit arriver au même résultat. Alors regardez, ce n'est pas compliqué. Donc je vais prendre la première méthode, que je vais appeler A. La première méthode A. Regardez. Donc, on a x, voilà, xy. Et je dois arriver au TMS xy. D'accord? Au TMS xy. Donc, quand x égale à 20, non, 10 d'abord, 10, 20 et 50. On a x égale 10, 20, 50. Alors, vous avez compris ce que ça veut dire 10, 20, 50? C'est les quantités de x. D'accord? À partir des quantités de x, je dois déterminer la quantité de y et après, je calcule le taux marginal de substitution. Et après, je vous expliquerai ce que ça veut dire réel, ces résultats-là, parce que des fois, en fait, c'est tout simple, hein, mais je vous explique après. Donc, on a x égale à 10, 20, 50. Déduire y. Alors, pour calculer y là, je vais faire un rappel. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant comme calcul, rappelez-vous. On a déterminé l'expression du TMS et on est arrivé, c'est la première question, y sur x. C'est bon? On a déterminé l'équation, où est-ce qu'elle est? L'équation, en fait, de la courbe d'indifférence. Là. Et à partir de cette équation, cette fonction, on a déterminé le TMS qui est là. Donc, vous voyez, on a trois résultats. Y divisé par x, 200 divisé par x, et 200 divisé par x au carré. C'est bon? Ces trois résultats-là, on va les utiliser dans la question numéro 3. Donc, cette première méthode, 10, 20, 50, pour calculer y, je vais faire appel à cette équation-là, ce qu'on appelle l'équation de la courbe d'indifférence. Y égale 200 sur x. Donc, le 200, c'est fixe, constante. X, c'est ce qu'on a au-dessus. Donc, y égale à quoi? 200 divisé par 10. Vous comprenez ça? 200 divisé par 10 égale à quoi? 20. C'est bon? Le deuxième, 200 divisé par 20. 10. Après le troisième, 200 divisé par x, 50. 200 divisé par 50 égale 4. Oui? Vous avez tout. Donc, ça veut dire que je peux même vous mettre la flèche comme ça. Celle-là, elle permet de déterminer ça. Vous voyez? Voilà. Donc, vous avez cette équation-là qui permet de déterminer y là. Des questions? Et bien, maintenant que j'ai trouvé y, je vais faire appel à ce TMS-là. Y divisé par x pour trouver le TMS-là. Y, c'est 20. X, c'est 10. Je vais 20 divisé par 10. Et quand je dis 20 divisé par 10, c'est égal à quoi? Là, égal à 2. 10 divisé par 20, 0,5. Et 4 divisé par 50, on trouve 0,08. Bien évidemment, je vous expliquerai ce que ça veut dire là. 2, 0,5 et 0,08.
Je vous expliquerai après ce que ça veut dire. Donc ça, c'est la première méthode. Hein? La première méthode, vous avez vu, on a utilisé ces deux résultats-là, la question 1 et la question 2. Vous voyez, ces deux-là. Maintenant, la deuxième méthode, sans passer par Y, je peux déterminer le TMS de X et Y. Regardez, je fais comme ça, X, et là je mets directement TMS, X, Y. Et là j'ai 10, 20 et 50, oui. Non, Y divisé par X. 20 divisé par 10. Attention, hein. 10 divisé par 20. 4 divisé par 50. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode que j'appelle B. Ah, je vais l'entourer comme ça. Voilà. Hop. A. B. Eh bien, cette deuxième méthode pour trouver le TMS, eh bien, je vais faire directement appel à ce TMS que j'ai trouvé, 200 divisé par X au carré. Hein? Donc, je ne sais pas si vous allez comprendre si je fais ça, ça. Voilà. Alors, regardez. 200 est une constante. Divisé par quoi? X au carré. Donc, 200 divisé par 10 au carré. C'est-à-dire 200 divisé par 100. On trouve combien? 2. Et là, 200 divisé par 20 au carré. 200 divisé par 400. On trouve 0,5. Et là, on trouvera aussi pareil, 0,08. Vous voyez? On trouve les mêmes résultats avec les deux méthodes. Alors, une phrase pour finir, c'est ce que maintenant j'attends que tout le monde en copie. Après, je vais vous dire ce que ça veut dire, les chiffres-là. Parce que ça vous paraît abstrait, mais en fait, c'est tout simple. Vous allez comprendre. C'est bon? Bien. La question numéro 4. En fait, la question, c'est ce que je veux vous expliquer. La question numéro 4, on vous dit que signifie un TMS XY égale à 2? Le 2 là, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire 2 là? Eh bien, regardez, c'est tout simple. On est en présence de deux produits, X et Y. Eh bien, le 2, ça veut dire, voilà ce que vous dites. Le consommateur est prêt à abandonner 2 unités de Y pour avoir une unité supplémentaire de X. Simplement, comme je répète encore le même exemple que je vous donne, vous prenez votre café le matin, vous avez le café et les croissants, d'accord? Vous prenez votre premier café, vous prenez vos croissants, maintenant vous voulez continuer à prendre vos petits déjeuners. Et là, je vous pose la question. Vous êtes prêt à abandonner combien de croissants pour avoir un café supplémentaire? C'est ça, en fait. Le 2, là, ça veut dire que le consommateur est prêt à abandonner 2 unités de Y pour avoir une unité supplémentaire de X. Oui, c'est la question numéro 4. Et ça explique un peu nos résultats en rouge, là. Oui. Une phrase, c'est comme ça. Oui, voilà. Dès que vous avez un résultat TMS, vous dites cette phrase-là. Ben, là, par exemple, 2, on peut dire même 0,5. Hein. 0,5, hein, ça peut être en grammes, ça peut être en kilos, ça peut être... Voilà. Le consommateur est prêt à abandonner 0,5 unités de Y pour avoir une unité supplémentaire de X. C'est bon? En fait, ce que je suis en train de vous faire, c'est tout simplement les néoclassiques au 19e siècle. En fait, ils ont mis des chiffres, ils ont intégré les mathématiques à l'économie en observant le comportement du consommateur depuis que l'être humain existe. C'est bon? Oui. Alors, comment on a trouvé 10, 20, 50? Le 10, 20, 50, c'est donné dans l'exercice. On te donne X, tu dois trouver Y, et tu dois trouver le TMS de X et Y. Ce TMS-là, on peut le trouver de 2 manières différentes. C'est ce que je vous ai expliqué avec tout ce qu'on a fait. C'est bon? D'autres questions? L'économie, c'est du bon sens. Voilà, je dis. Ça vous paraît compliqué?
Mais c'est tout simplement, on a mis les mathématiques dans le raisonnement économique. Mais en fait, c'est la vie de tous les jours. Hein. Ce que je vous montre là, c'est la pratique, c'est la vie de tous les jours. C'est la vie naturelle de tout consommateur. Quand vous allez dans un magasin, en fait, vous faites comme ça. Hein. Bien. Pas de questions? Nous passons à la question numéro 5. Donc, pour passer à la question numéro 5, donc la question numéro 5, c'est pour un budget de 240 €, le prix de X est de 10 €, le prix de Y 15 €, calculer les quantités optimales à consommer par la méthode du TMS et par la méthode de Lagrange. Alors, je vais effacer, mais par contre, je vais garder juste l'élément important, c'est ça. Cette partie-là, je vais la garder parce qu'elle nous sert de base pour répondre à la question 5. Donc, je vais effacer la question 2 et 3. Donc, la question numéro 5. Alors, pour répondre à la question numéro 5, voilà ce que je vous conseille de faire. Vous posez d'abord la fonction d'utilité. Donc, U égale fxy égale 1 demi xy. Ça, c'est donné dans l'exercice. J'invente rien. Mais en dessous, vous devez ajouter ce qu'on appelle l'équation du budget. C'est donné dans l'exercice. Hein. Il n'y a rien à inventer. Qu'est-ce qu'on nous dit? 240 €. 240 € permettent d'acheter une certaine quantité de X avec un prix 10 €, 10X, plus 15Y. C'est ce qu'on appelle l'équation du budget. C'est bon? Des questions là-dessus? Ça, c'est pas compliqué, ça. Franchement. Ça, c'est juste du recopiage. Eh bien, à partir de là, on nous demande de trouver, parmi toutes les combinaisons possibles, il y a une seule combinaison de quantité de X et de quantité de Y qui permettent au consommateur de dire « Alors là, je suis épanoui en dépensant tout mon argent. » C'est-à-dire le budget est 240 €. 240 € égale 10 € X plus 15 € Y. Alors, normalement, je fais appel à la méthode TMS, mais on l'a déjà fait. La première chose, il faut faire ça. D'accord? Donc, il faut faire ça. Mais on doit résoudre quoi? On doit résoudre l'équation suivante, l'équilibre suivant. L'utilité marginale de X, l'utilité marginale de Y égale prix de X divisé par le prix de Y. Ça, vous êtes obligé d'écrire cette égalité-là pour trouver les quantités de X et de Y. Et c'est ça qui prend le plus de points. Hein? Donc, l'utilité marginale de X divisée par l'utilité marginale, on l'a déjà trouvé, c'est Y divisé par X. On l'a déjà fait. Je ne vais pas recommencer. Donc, Y divisé par X égale à quoi? Prix de X, c'est combien le prix de X? 10 €. Le 10 là. 10 €. Le prix de Y? Combien? 15. Est-ce que vous trouvez une difficulté à écrire cette égalité-là? Non. Dès que vous avez écrit ça, je pense que le plus dur est fait. Je développe ça. Je développe. Ça fait quoi? Y sur X égale, si je simplifie par 5, ça fait quoi? 2 tiers. Là. Hein? 5 fois 2, 5 fois 3. Donc, je simplifie par 5, il me reste 2 tiers. C'est bon? Je développe ça. Je fais, regardez, Y fois 3 égale X fois 2. Donc, ça veut dire 3Y égale 2X. C'est bon? Je fais X fois 2, Y fois 3, X fois 2. On arrive à cette égalité. Donc, Y égale à quoi? 2X sur 3. 2X sur 3. Quand j'arrive là, eh ben, je crée mon système à deux inconnus. Regardez, je fais ça. Y égale 2X sur 3. Et là, en dessous, j'écris l'équation du budget. C'est quoi l'équation du budget? 10X plus 15Y égale 240. C'est bon? Eh bien, regardez.
je sais que y égale 2x sur 3. Je remplace en bas y par sa valeur. Là. Tu vois, là, je vais m'intéresser à ça. Hein? Je fais 10x plus 15 multiplié par quoi? Je remplace y par 2x sur 3 multiplié par 2x égale 240. Ça me fait quoi ça? Ça fait 10x plus quoi? 15 fois 2x. Ça fait combien? 30x. Divisé par 3. Ça fait combien? 10x. Égale 240. Maintenant, 10x plus 10x égale combien? 20x. 20x égale 240. Donc, x égale à quoi? 240 divisé par 20. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, comme ça, je vais sauter les étapes. C'est pas la peine que j'écrive toutes les étapes. Donc, 10x plus 10x égale 20x. 20x égale 240. Donc, x égale 240 divisé par 20. Donc, x égale à quoi? Égale à 12. Et bien, j'ai déjà trouvé la quantité de x. Et bien, maintenant que j'ai trouvé ça, regardez, je sais que x égale à 12. Donc, regardez là. Je sais que y égale 2x sur 3. Hein, j'écris. Sachant que y égale 2x sur 3. Ben, je remplace. Y égale à quoi? Je remplace x par 12. Ça fait quoi? 2. J'écris bien x. Hein. Donc, 2 fois 12, ça fait combien? 24. Divisé par 3. 8. Eh bien, j'ai trouvé y, ma solution. Donc, la solution égale x 12 et y 8. Donc, cette méthode-là, on l'appelle la méthode TMS. Méthode TMS, je l'écris comme ça en grand. C'est la méthode TMS que je viens de vous expliquer là, pour trouver la quantité de x et de y. Des questions? Je vais faire la méthode de Lagrange après, rapidement, c'est pas compliqué. Des questions là-dessus? Là, j'ai fait appel à la méthode TMS pour trouver la quantité de x et de y optimale. Donc, regardez comment on explique ça. Connaissant mon budget, ce que j'ai dans la poche, 240 €. D'accord? 240 € dans la poche. Je rentre dans le magasin en sachant que je dois dépenser tout l'argent que j'ai dans la poche, c'est-à-dire les 240. Je ne sors avec rien du tout. Hein. Les 240 doivent être dépensés. En achetant une certaine quantité de x et de y. En sachant que je connais le prix du produit x et le produit y, eh bien, la meilleure combinaison, la meilleure quantité, quand je sors du magasin, je dis ouf, c'est le meilleur choix que j'ai fait, c'est qu'avec 240, j'achète 12 quantités de x et 8 quantités de y. C'est ça qu'on appelle la méthode TMS en s'appuyant sur l'équation du budget, la contrainte budgétaire. Donc ça, c'est la méthode, on appelle ça la méthode TMS, taux marginal de substitution. Donc il y a une deuxième méthode que je vais vous expliquer assez rapidement, c'est pas compliqué, et on arrive au même résultat. Ok? C'est ce qu'on appelle la méthode de Lagrange, d'accord? La méthode de Lagrange, qui en fait qui va introduire un troisième inconnu qu'on appelle lambda. Donc je vais effacer là, je crois que je vais effacer là. Alors regardez, juste x égale à 12, donc je vais juste recopier là. On a trouvé que y égale 8. Hein? Donc voilà, comme ça je vais effacer de l'autre côté. Rappelons-nous, hein, et le résultat c'est 12 et 8. Hein? OK? Alors regardez maintenant assez rapidement, je vous montre méthode de Lagrange. Hein? Méthode de Lagrange. Voilà. Méthode de Lagrange, on va trouver normalement le même résultat. Donc, comment on écrit? Regardez, méthode de Lagrange, je fais L égale. J'écris la fonction d'utilité qui est donnée dans l'exercice, c'est-à-dire 1/2 xy. Et je fais plus. Ouais, plus. J'ai introduit une inconnue qui s'appelle lambda. Et j'ouvre la parenthèse.
Qu'est-ce que je mets entre les parenthèses? C'est tout simplement l'équation du budget, mais je ramène les x et y de ce côté-là. C'est-à-dire 240 moins 10x moins 15y. 240 moins 10x moins 15y. Et je fais égal à 0. Je vais résoudre ça égal à 0. OK? Je développe ça. Ça fait quoi? L égale 1 demi xy plus lambda fois 240, c'est 240 lambda, moins 10 lambda x, moins 15 lambda y égale à 0. C'est bon? Et quand j'ai fait ça, je vais calculer la dérivée partielle de x. Hein? Dérivée partielle de x égale à quoi? Regardez, la dérivée partielle de x, quand je dérive x, y est une constante. Donc j'ai 1 demi y moins 10 lambda. Et je résous ça égal à 0 parce que 240 lambda c'est 0, moins 15 lambda y, ce sont des constantes égales à 0. Je développe ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lambda égale à quoi là? Si je développe, ça fait 1 demi y divisé par 10 divisé par 10. Vous comprenez ça? Regardez. 10 lambda égale 1 demi y. Donc lambda égale 1 demi y divisé par 10. Et si je développe ça, je trouve que lambda égale 1 demi y fois l'inverse, ça fait y sur 20. Hein? 1 demi y multiplié par 1 sur 10, ça fait y sur 20. Maintenant, dérivée partielle de y égale. Donc là, ça fait 1 demi x moins 15 lambda. Je résous ça égal à 0. Et je développe ça, je trouve que lambda égale 1 demi x divisé par 15. 1 demi x divisé par 15. Et ça égale, lambda égale x sur 30. Donc, lambda c'est la même chose. Donc je fais lambda égale y sur 20 égale x sur 30. Je développe ça. Regardez, je fais y fois 30. 30 y. 20 fois x égale 20x. D'accord? Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y égale 20x divisé par 30. Et si vous développez ça, vous trouvez que y égale 2x sur 3. OK? Je trouve 2x sur 3. Et bien, regardez, ce que j'ai trouvé là, 2x sur 3, c'est exactement la même chose que j'ai trouvé avec TMS là. Là, et vous faites le reste. Et vous trouverez, vous suivez la même méthode à partir de là. Vous suivez la même méthode que la méthode TMS et vous trouverez que x égale 12 et y égale à 8. C'est les mathématiques qu'on aime. Il faut aller doucement et normalement, il n'y a aucun problème. Et là, avec la méthode de Lagrange, je trouve exactement si à partir de là, oui, à partir de là, hop, voilà, on est là. Et vous faites la même chose que j'ai fait juste avant, vous regardez ce que j'ai fait, et vous trouverez x égale 12 et y égale à 8. Oui. Pourquoi 1 sur 2 sur x ou ça? Là, 1 sur 2 sur 10. En fait, ça, si je le développe, ça fait 1 demi y multiplié par l'inverse, multiplié par 1 sur 10. Je vais le faire autrement. Regardez, je vais l'écrire en rouge. 1 demi y, c'est la même chose si je fais y sur 2. 1 demi fois y, c'est y sur 2. Tout ça sur 10. D'accord? Ça, c'est comme si on avait 10 sur 1. Et bien, tu fais y sur 2 multiplié par 1 sur 10. Et ça fait y sur 20. Et chacun utilise sa méthode. Hein. Si vous avez votre propre méthode, utilisez-la du moment qu'on arrive au même résultat.
Des questions? Donc, on arrive à la solution, comme j'ai dit, x égale à 12 et y égale à 8. Donc, la quantité optimale de x et d'y qui permettent au consommateur d'atteindre sa satisfaction maximale en dépensant 240 € et avec un prix de x de 10 € et le prix de y de 15 €, eh ben, c'est 12x et 8y. Hein? Ah oui, il faut mettre cette phrase-là. Il faut mettre cette phrase-là, ça veut dire que vous avez compris. Alors, avec un budget de 240 € que vous devez dépenser entièrement, que le consommateur doit dépenser entièrement, en sachant que le prix de X est 10 €, en sachant que le prix de Y égale à 15 €, et bien la combinaison, la quantité de X et de Y qui permettent au consommateur d'atteindre sa satisfaction optimale, maximale, est 12X et 8Y. C'est bon? Donc, ce qui nous reste, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Maintenant, c'est le plus dur est fait, donc c'est très simple après. La question numéro 6, on nous demande de calculer le niveau d'utilité maximale obtenu. Donc, rappelez-vous, hein, on a trouvé que la quantité optimale, c'est 12 de x et 8y. D'accord? 12x et 8y. À partir de ces deux quantités, je peux calculer le niveau d'utilité optimale. Donc, je vais effacer. C'est bon, je peux effacer? Ok, je vais effacer. Bien, rappelons-nous, on a trouvé que la solution, alors ça, je vais mettre question numéro 6 maintenant. Numéro 6. Rappelons-nous, on a la solution, on a trouvé que c'était 12 et 8. Ok. Alors, pour la question 6, quel est le niveau d'utilité maximale obtenu? Eh bien, regardez, vous faites U égale, et on remplace X et Y par leur valeur, là. Donc, ça fait 1 demi, multiplié par X. X, on a trouvé, c'était 12. Y, c'est 8. Vous trouvez combien? 1 demi fois 12 fois 8. Combien vous trouvez? On trouve 48. 48. Attention, il n'y a pas d'unité, hein. Vous ne me dites pas 48 €, 48 produits, non. 48, c'est une valeur. C'est comme quand vous êtes à l'hôpital, je répète encore une fois, quand vous êtes à l'hôpital, on vous dit entre 0 et 10, évaluez votre niveau de souffrance. Et vous dites, ah, mon niveau de souffrance, il est à 8 parce que je souffrais beaucoup. Mais 8 quoi? Rien. C'est juste le niveau. Eh bien, le niveau de satisfaction, c'est 48. 48, c'est le maximum. C'est le niveau de satisfaction. 48, c'est le maximum. C'est bon? Bien. Donc, j'ai ça, c'est 48. Eh bien, 48, c'est la réponse à la question numéro 6. Tout simplement, quel est le niveau d'utilité maximale obtenu? Ça veut dire, quand vous achetez 12x, 8y, en respectant les contraintes budgétaires, l'évaluation de votre niveau de satisfaction égale à 48, c'est le maximum. C'est bon? Et maintenant, nous allons passer à la question numéro 7. Et la question numéro 7, c'est que tout ce qu'on a fait comme calcul, hein, d'après TMS, d'après Lagrange, etc., en respectant les contraintes budgétaires, on peut trouver les mêmes résultats dans un graphique. Et dans ce graphique, on aura quoi? On aura ce qu'on appelle la courbe d'indifférence et la droite du budget. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, le plus dur est fait. Regardez comment on fait. D'abord, pour déterminer la courbe d'indifférence. Pour déterminer la courbe d'indifférence, je marque courbe d'indifférence. Pourquoi on l'appelle courbe d'indifférence? Indifférent. Ça veut dire, indifférent, c'est la même chose en fait. C'est indifférent. Ça veut dire, sur cette courbe-là, pour déterminer cette courbe, il me faut 2 points. X et Y. Eh bien, n'importe quelle combinaison sur cette courbe procure au consommateur le même niveau de satisfaction. Alors, comment je la détermine? Regardez, je fais U. La fonction d'utilité qui est là égale 1 demi XY égale à quoi? Ben, égale à 48 là. Oui? Regardez, égale à 48. 1 demi X, je l'écris bien. 1 demi XY égale 48, j'ai trouvé là. Et à partir maintenant de cette équation, de cette fonction,
je vais déterminer ma courbe d'indifférence. Comment je fais? Il me faut des points. Regardez, je vais prendre comme ça, je fais x, y. OK? Je sais que x, on avait trouvé que c'était 12. Hein? X. D'accord? X 12. Donc, ma graduation, je vais faire en sorte que le 12 soit à l'intérieur. Donc, je vais faire, par exemple, 4, 8, 12 et 16, par exemple, oui? Et je sais que le 12, il est dedans. Alors, regardez. Dans cette fonction d'utilité, dans cette équation-là, si je remplace x par 4, ça fait quoi? 4 divisé par 2, ça fait 2. 2y égale 48. Donc, y égale 48 divisé par 2. Donc y égale à quoi? 24. Vous comprenez ça? Je répète. Je remplace x par 4. Ça fait quoi? 4 divisé par 2. Ça fait 2. Donc, 2y égale 48. Donc, y égale à quoi? 48 divisé par 2. 24. Maintenant, c'est x égale à 8. Ça fait 8 divisé par 2. 4. Donc, y égale à 48 divisé par 4. Ça fait 12. Et là, on trouve 8. Et là, on trouve 6. À chaque fois, vous remplacez x par sa valeur et vous trouvez y. C'est bon? Alors, regardez. À partir de ces points-là, je peux déjà tracer ma courbe d'indifférence. Alors, vous avez compris que je n'ai pas un tableau gradué. Donc, c'est un peu approximatif. Regardez. Je fais là. Alors, ça, c'est l'axe des Y. OK? Là, c'est 0. Là c'est l'axe des X. C'est bon? Je place mes X en dessous. Les X, c'est quoi? C'est 4, 8, 12, 16. Hein? 4, 8, 12, 16. Je peux continuer. Hein? 20, 24, 28, si vous voulez. J'ai gradué par 4. Maintenant, l'axe des ordonnées, Y. Le plus grand, c'est 24. Donc, je vais graduer. Allez, je vais graduer pareil par 4. Hein. Donc, ça fait 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Hein? 4, 8, 12, 16, 20, 24 et 28. C'est bon jusque-là? Et bien maintenant, regardez, c'est enfantin, c'est pas compliqué. 4 a pour image 24. 4 a pour image 24. 24, c'est là. Donc, on va dire, hop, c'est à peu près là. 8 a pour image 12. 8, 12 est là. Hop, 12 est là. 12 a pour image 8. 8. Oui. Et 16 a pour image 6. Le 16, c'est là. Hop, hop. Et je peux continuer comme ça. Hein. Donc, je trace ma courbe maintenant. Voilà. Et cette courbe-là s'appelle la courbe d'indifférence au niveau d'utilité égale 48. C'est bon? Là, c'est la courbe d'indifférence au niveau d'utilité 48. Ça veut dire quoi cette courbe? N'importe quelle combinaison sur la courbe, c'est-à-dire n'importe quelle quantité de x et de y sur la courbe, procure au consommateur le même niveau d'utilité. Regardez, que j'ai 4x et 24y, que j'ai 8x et 12y, que j'ai 12x et 8y, le consommateur est autant satisfait. C'est le même niveau de satisfaction, c'est la même chose. On est content, on est satisfait, on est épanoui. C'est bon? Ça veut dire que, mais parmi toutes ces combinaisons, il faut choisir une. C'est la meilleure. Laquelle la meilleure? Eh bien, pour choisir cette meilleure, il faut respecter ce qu'on appelle la contrainte budgétaire. Ça veut dire quoi? Par rapport à ce que j'ai dans la poche. C'est l'argent que j'ai dans ma poche qui va me dire si cette combinaison est la meilleure. Parce que je ne peux pas, parce que soit c'est trop cher, soit c'est moins cher, mais par rapport à ce que j'ai dans la poche, ça me permet de choisir la meilleure combinaison. Comme je sais que mon budget, c'est 240 €, je sais que le prix de X, c'est 10 €, le prix de Y, c'est 15 €, eh bien, je dois tracer ma droite du budget. Et quand j'aurai tracé sa droite du budget, l'intersection, le point d'intersection entre la droite du budget et la courbe,
eh ben, ça correspond à la quantité de x, y optimale. Comment je trace ma droite? Vous savez, pour tracer une droite, il nous faut 2 points. Eh bien, regardez. Droite du budget. J'écris droite du budget. Droite du budget. Il me faut 2 points. Regardez, je fais ça. J'ai x et y. Pour tracer cette droite, regardez ce que vous faites. Quand x égale à 0, voilà. Et quand y égale à 0. Vous faites automatiquement ce que je viens de faire là. Donc, regardez. Je prends l'équation du budget qui est là. 240 moins 10x égale 15y. Vous me suivez? Si x égale à 0, y égale à quoi? Si y égale à 0, y égale à 240 divisé par 15. Vous comprenez ça? Si x égale à 0, ça veut dire 10 fois 0, c'est 0. Donc 240 égale 15y. Donc y égale à 240 divisé par 15. Et ça fait combien? J'ai trouvé 16. Si je fais 240 divisé par 15, je trouve 16. C'est ce que vous trouvez? OK. C'est ce que vous trouvez? Vérifiez, s'il vous plaît. Oui. C'est bon. Maintenant, si y égale à 0, regardez, si je dis y égale à 0, ça veut dire que x égale à 240 divisé par 10. Ça fait 24. Et bien maintenant, nous avons tout pour tracer notre droite. Regardez. Là, c'est 0. Là, c'est 0. Que ce soit pour x ou pour y, c'est 0. Ça, c'est y. Ça, c'est x. Je commence par la première colonne. Quand x égale à 0, y égale à 16. Je cherche le 16, c'est là. Maintenant, deuxième colonne. Quand y égale à 0, x égale à 24, là. Ben, il est là. OK? Et maintenant, je trace ma droite. Donc, si je trace ma droite, ça fait... Voilà, imaginons que c'est une droite, hein, parce que ce n'est pas millimétré, mon tableau. Eh bien, quand vous avez tracé cette droite-là, vous verrez que le point d'intersection entre la droite du budget et la courbe d'indifférence, là, eh bien, ça correspond à 12, x et 8y. C'est exactement ce qu'on a trouvé dans nos calculs par TMS ou par Lagrange. En résumé, la courbe d'indifférence, toutes les combinaisons qui forment la courbe d'indifférence procurent la même satisfaction au consommateur, mais si on s'appuie sur la contrainte budgétaire, c'est-à-dire l'argent qu'on a dans la poche, le prix de X, le prix de Y, il n'y a qu'une seule combinaison, c'est l'intersection entre la courbe ou la droite du budget, 12, 18, vous voyez, là, on voit le 12 et le 18. Alors, là, nous avons terminé la correction de l'évaluation de l'année dernière. À vous maintenant de réviser. Entraînez-vous, ce n'est pas compliqué, mais le plus important, c'est comprendre la logique microéconomique. Si vous avez compris, je vous assure que tout sera très simple. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous dire bon courage et à très bientôt. Au revoir.